et je vais vous parler de Léa Petitgas qui a disparu à Nantes en 2017. C'est une histoire qui n'a pas eu beaucoup de couverture médiatique, à part dernièrement, il y a eu une émission sur M6, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Dans tous les cas, j'avais envie d'en parler parce que ça s'est passé déjà pas loin de chez moi, et en plus de ça, ça colle peut-être bien avec le thème du crime parfait de la première histoire. Nous sommes le dimanche 17 décembre 2017. Dans la matinée, une jeune fille se présente au commissariat de Nantes. Elle est la meilleure amie d'une certaine Léa Petitgas et elle souhaite signaler sa disparition. Mais pour que les policiers prennent au sérieux sa déposition, elle leur dit qu'elle est sa cousine. Elle indique qu'elle devait passer la nuit précédente chez Léa, mais qu'elle n'avait aucune nouvelle de sa part depuis 2 jours. Aucune réponse à ses SMS ou ses appels. Et que ça lui ressemblait pas, parce que d'habitude, elles sont en contact tous les jours. Elle indique aussi que comme Léa ne répondait pas, elle est quand même allée, comme prévu, dans son studio, au 15 rue La Motte-Piquet. Elle est montée au dernier étage de la petite maison de ville, elle a trouvé porte close, mais elle entendait les chats de Léa miauler derrière la porte. Comme elle disposait d'un double de clés, elle a décidé de rentrer. Mais aucune trace de Léa. Seulement les chats affamés. Elle savait à ce moment-là que Léa prenait le plus grand soin de ses chats et ne les aurait jamais abandonnés. Elle a d'abord pensé à un malaise ou un accident, mais le studio était vide. Et suite à cette déposition, le mardi 19 décembre, un appel à témoins est diffusé sur les réseaux sociaux par la police de Loire-Atlantique. Une jeune femme, aux cheveux longs et bruns, aux yeux verts, 1m47, une cicatrice sur un bras, un pantalon bleu, une veste kaki, une écharpe, un bonnet blanc et un casque sur les oreilles. Dans la foulée, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte au parquet de Nantes. Un juge d'instruction est désigné et 2 groupes criminels de la police judiciaire de Nantes vont travailler sur l'affaire, puis épaulés par l'OCRVP. L'OCRVP, c'est l'Office central pour la répression de violences aux personnes. Avant d'aller plus loin dans les détails de l'enquête, j'aimerais maintenant revenir sur qui était Léa Petitgas et les circonstances de sa disparition. Léa Petitgas avait 20 ans lorsqu'elle a disparu en 2017. Elle vivait à Nantes, elle aimait le dessin, les mangas, les animaux, les jeux de rôle, les dessins animés, le kendo et le groupe de musique Chaka Ponk. Ses parents ont divorcé quand elle était enfant. Elle est très proche de son père. Ses amis et sa famille la décrivent comme quelqu'un qui est facile à vivre, joyeuse, calme et parfois immature, qui pourrait facilement faire confiance à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Quelques mois avant sa disparition, elle habitait à Vannes, avec son ex-petit ami, un militaire qui effectuait des missions à l'étranger. Léa a justement décidé de quitter Vannes lorsque son petit ami est rentré d'une mission de 6 mois au Mali et qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus amoureuse. À Vannes, elle a travaillé dans un fast-food et dans une maison de retraite. Elle a donc décidé de quitter cette vie pour retourner vivre sur Nantes, pas loin de sa famille, où elle a trouvé un job à la maison de quartier de la Halvec. Elle était en charge d'une mission de recherche historique sur l'histoire du quartier, dans le cadre de son service civique. Il faut savoir que la maison de quartier de la Halvec est située à une dizaine de kilomètres de son studio. Or pour les Nantais qui sont présents, c'est pas loin de la Beaujoire, donc dans le nord-est de Nantes, alors que son studio il est situé pas loin du centre-ville, juste à l'ouest, au nord de la gare maritime. Son père a expliqué plus tard qu'elle était à l'aise dans sa nouvelle vie et qu'elle était heureuse d'avoir déniché cet emploi. Elle faisait également du babysitting certains soirs pour arrondir ses fins de mois. Le jeudi 14 décembre, donc on est la même semaine que le dimanche de la déposition, donc le jeudi 14 décembre 2017, Léa devait être au travail à 9h. Elle avait spécifiquement demandé de commencer un petit peu plus tôt ce jour-là afin de pouvoir partir tôt pour garder des enfants. Le trajet entre son appartement et l'endroit où elle travaillait, à la périphérie de Nantes, était généralement d'environ 40 minutes. Elle devait d'abord marcher quelques minutes, pendant 200 mètres, puis prendre un bus qui lui permettait de rejoindre la place Commerce, dans l'ultra-centre de Nantes, pour ensuite monter dans un tram qui l'emmenait au travail. Et elle n'est jamais arrivée au travail ce jour-là. Cependant, étant donné qu'elle n'interagissait pas avec des clients, qu'elle travaillait parfois à l'extérieur et qu'elle menait la plupart de ses recherches par elle-même, personne ne s'est vraiment alarmé. Ils ont juste été quelque peu surpris car c'était pas dans son caractère de pas prévenir. Ce n'est que 2 jours plus tard que son ami, dont je vous ai parlé, commence à s'inquiéter et alerte ensuite la police le dimanche. L'enquête a donc commencé et a permis d'en savoir plus sur ce qui s'est passé ce jeudi 14 décembre et également la veille au soir. Car effectivement, on sait qu'elle a communiqué à plusieurs de ses proches le mercredi 14 décembre, donc la veille, dont son père au téléphone, principalement pour parler de problèmes de paiement concernant le loyer de son appartement. Son père l'aidait avec le loyer depuis qu'elle avait déménagé 4 mois auparavant,
Et il commençait à en avoir marre qu'elle prenne du retard dans ses papiers pour régulariser sa situation et toucher les aides nécessaires. Elle a ensuite passé la soirée dans son studio avec un de ses amis qui, comme elle, adorait les mangas et les animés. Il était allé dans une école d'art et lui donnait des conseils pour ses dessins. Il a quitté son appartement à 23h30 environ. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas rester debout trop tard puisqu'elle devait se lever tôt le lendemain pour se rendre au travail. C'est la dernière personne que nous connaissons qui a vu Léa encore en vie. On ne sait pas grand-chose à propos de lui, mais on sait qu'il a bien évidemment été longuement interrogé et qu'il a été complètement innocenté. Il n'a jamais été présenté comme un suspect dans cette affaire. Son père a également été auditionné, d'abord par la PJ, puis ensuite pendant 5 heures par l'OCRVP. Il a dû relater toute l'histoire de Léa, de sa naissance jusqu'à sa disparition, et il a également été innocenté. Et concernant la journée de sa disparition, le smartphone de Léa s'est connecté à l'un des réseaux internet de son immeuble vers 8h15. On imagine que c'est à sa sortie de l'immeuble. Elle n'avait pas de voiture, elle devait donc marcher jusqu'à un arrêt de bus à 200 mètres de chez elle, en passant dans un quartier commerçant et animé. Puis ensuite 30 minutes de trajet en tram. Il faut savoir que son téléphone s'est automatiquement connecté à divers réseaux Wi-Fi de quartier jusqu'à environ 9h du matin. Son téléphone est localisé une dernière fois vers 10h30 dans un quartier qui est ni proche de l'endroit où elle vit, ni de celui où elle travaille. A priori, elle connaissait personne vivant dans cette partie de la ville et elle avait absolument aucune raison d'y être. C'est la dernière fois qu'on a une trace numérique et que son téléphone émet un signal. On ne sait d'ailleurs pas si elle était en possession de son téléphone à ce moment-là, et ensuite plus rien. Plus aucune trace de son téléphone, aucune activité sur son compte bancaire, rien du tout. Ce qui est déconcertant, c'est l'absence totale de témoins ou d'indices, de quelque nature que ce soit. Son studio a été fouillé par la police, rien n'a été dérangé, rien n'a été déplacé, seules les affaires dont elle avait besoin manquaient. Son manteau d'hiver, son bonnet, son écharpe et son sac à main, avec son téléphone, son ordi et son casque. Son studio a été également passé au Blue Star, c'est un procédé chimique pour détecter les traces de sang les plus infimes, mais rien. Aucune preuve de lutte, ni de traces de sang n'ont jamais été trouvées. Personne ne semble avoir vu Léa. L'enquête de voisinage n'a rien donné. L'utilisation de chiens par la police n'a donné aucun indice supplémentaire. À Nantes, la compagnie qui gère les transports en commun s'appelle la TAN. Les policiers ont mené aussi l'enquête de ce côté, car il y a des caméras à l'intérieur des trams. Le problème, c'est qu'ils gardent seulement les vidéos pendant 72 heures, et lorsque la disparition a été signalée, c'était déjà trop tard. Un puissant sonar de la brigade fluviale de Paris a également été utilisé pour sonder les profondeurs de l'Erdre. En vain. Son ex-petit ami, dont je vous parlais en tout début d'histoire, a également été interrogé, et il a été blanchi par la police. Le procureur en charge de l'affaire a déclaré, à l'époque, qu'il n'y avait aucune explication rationnelle à sa disparition. Ses proches ont toujours écarté la thèse de la fugue. Selon eux, elle n'aurait pas laissé ses chats, ni sa tablette graphique, car elle passait tout son temps libre à dessiner. Alors si cette thèse n'est bien évidemment pas écartée par la police, la coupure semble quand même un peu trop brusque. En l'espace d'un instant, il n'y a plus eu aucune activité de sa part, aussi bien sur son téléphone que sur les réseaux sociaux et même sur son compte bancaire. L'enquête est toujours en cours. Des hommes de la PJ et de l'OCRVP travaillent toujours dessus. 800 procès-verbaux ont été dressés, 160 personnes ont été entendues. Il y a eu quelques pistes depuis sa disparition, suite à des appels de personnes qui auraient vu Léa, mais aucun des témoignages n'a pu être corroboré. On a eu le témoignage d'une femme 6 mois après la disparition qui a certifié avoir vu Léa monter sur un scooter en banlieue parisienne. On a aussi eu le jeudi 20 août 2020 un homme habitant près de Nantes qui s'appelle François Vergniaud, 45 ans, qui avoue le viol et le meurtre d'une jeune fille de 15 ans. La victime a été étouffée, son corps a été découvert dans un immeuble désaffecté dans le quartier de Talensac, toujours à Nantes. Il a rapidement été identifié grâce à une trace ADN figurant dans le fichier des délinquants et criminels sexuels. C'est un prédateur, un violeur en série. En 2005, il avait été condamné pour 9 viols et 3 tentatives. Il est sorti en 2016 après avoir purgé les 2/3 de sa peine. Il s'était fait oublier jusqu'à ce qu'il récidive justement et qu'il tue sa victime. La police va alors s'intéresser afin de savoir si Léa aurait pu être une victime de cet homme. Ils ont donc examiné à la loupe l'emploi du temps de Vergniaud, son téléphone. Ils ont montré sa photo aux riverains dans l'espoir de peut-être susciter un témoignage, mais ça n'a rien donné non plus. On ne sait donc toujours pas ce qui est arrivé à Léa Petitgat le 14 décembre 2017. On sait juste qu'elle s'est volatilisée dans la rue, sans que le voisinage ne signale le moindre fait marquant à la police. La moindre dispute. Est-ce qu'elle aurait volontairement disparu ? Si quelqu'un lui a fait du mal,
à quel moment ça s'est produit, comment. Si elle est effectivement partie pour se rendre au travail, c'est impossible de savoir avec certitude si elle est arrivée au bus ou à son arrêt de tram. Aucun des passagers ne se souvenait de l'avoir vue. Elle avait juste 200 mètres à faire à pied, c'est tout ce qu'elle avait à faire. Si elle a quitté son immeuble vers 8h30, ça semble vraiment étrange, mais pas impossible que quelque chose lui soit arrivé dans les quelques minutes entre les 200 mètres qui séparent son studio et son arrêt de bus. Est-ce qu'elle aurait été enlevée en bas de chez elle et agressée ailleurs ? C'est peut-être aussi une possibilité. Sachant qu'on est dans un quartier vraiment pas loin du centre de Nantes. À 8h30, Nantes, bah voilà, c'est une ville quand même assez animée. Les gens ils vont au travail, les bus et les trams ils sont généralement bien remplis. C'est la pire heure pour commettre un crime en fait. À moins que ce soit, je sais pas, quelque chose de prémédité par quelqu'un qu'elle connaissait. Mais là, le problème c'est que personne n'a rien remarqué d'inhabituel. Et c'est ça le plus étrange au final dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas un seul témoin. On sait même pas si elle a réellement quitté son studio à 8h30. En fait, on sait juste que c'est son téléphone qui a fait le déplacement. Est-ce que quelqu'un serait venu la voir après son amie qui a quitté les lieux à 23h30 ? Est-ce qu'elle a même passé la nuit chez elle ? On sait pas. Son agresseur, il aurait pu revenir au petit matin, récupérer son téléphone, quelques affaires, pour faire comme si elle était partie au travail. Ça expliquerait l'absence de témoins. Mais encore une fois, s'il y a eu une agression, ça semble pas être dans son studio, qui est resté en ordre. Les voisins n'ont signalé aucun bruit pendant la nuit. Donc là, on est en 2022, on sait toujours pas ce qui est réellement arrivé à Léa Petitgat. Si quelqu'un lui a fait du mal, quand et où ça s'est produit, on n'en sait rien. On peut faire que des suppositions. On est peut-être également sur un crime parfait, qui sera jamais élucidé. Elle s'est sûrement retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Un petit laps de temps, comme par hasard. Soit elle est dans un sous-sol de la ville, soit elle est morte. Ça, ce serait le pire. Qu'elle soit séquestrée depuis 4 ans, quoi. Depuis 5 ans maintenant. Et le pire, c'est que c'est possible. On en entend des affaires comme ça. Des gens qui sont séquestrés même pendant 20 ans, 30 ans. Mais c'est bizarre, il n'y a pas des caméras de surveillance dans les rues, des boutiques ou les particuliers, des parkings. On est à Nantes, il n'y a pas des masses non plus de caméras de surveillance dans les rues à Nantes. Tu as des caméras au niveau des stations, pareil, donc dans les trams, aussi au niveau de certaines stations. Mais c'est pareil, c'est géré par la TAM, donc c'est 72 heures. Lily, ce serait logique qu'il n'y ait pas de bruit si l'agresseur était attendu. Donc si c'est quelqu'un qui connaissait. Le problème, c'est qu'on n'a pas récupéré son téléphone pour savoir. Robière, une mauvaise rencontre, ça peut paraître un peu hasardeux, surtout qu'il n'y a aucune trace à une heure de pointe. C'est vrai que là, on est vraiment dans des rues assez empruntées, donc s'il y avait eu un crime, il aurait fallu que ce soit quelque chose de très rapide, genre elle sort de son appart et direct elle est embarquée dans une bagnole, quoi. Quelque chose comme ça. Si elle avait fugué, il y aurait une certaine activité bancaire au moins en amont. Ouais, clairement, parce que quand t'as 0 thune sur toi, tu vas retirer un peu d'argent, au moins une fois. Et a priori, ce que le père disait, c'est qu'elle adorait tellement dessiner qu'elle avait un compte Insta où elle publiait énormément. Et pour lui, elle aurait repris cette activité. Mais en tout cas, comme l'enquête est toujours en cours, et que la PJ de Nantes et l'OCRVP travaillent toujours activement dessus, je mettrai dans la description de l'épisode le numéro de téléphone pour les contacter si par hasard, je ne sais pas, cet épisode est écouté par des personnes qui pourraient donner des indices, hein. Même l'indice le plus infime est toujours bon à prendre, je pense, dans ce genre d'affaires. Et j'espère vraiment que la famille de Léa Petitgat trouvera les réponses qu'elle cherche, quand même, depuis près de 5 ans.